Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une vidéo sur certains détails du livre de la Genèse, surtout le chapitre 2 et 3. En fait, ce sont des idées que j'ai travaillé sur des idées ce week-end et j'ai décidé un petit peu de les mettre en pratique. Et pour pas trop m'embrouiller, en fait, j'ai pris des notes parce que c'est encore un petit peu à l'état de brouillon. J'ai fait un PDF. Alors, si je ne vous regarde pas droit dans les yeux à travers la caméra, veuillez m'excuser. C'est pour que le message puisse passer, puisque les notes, elles sont ici dans le PDF. Donc, pour que le message y passe le mieux possible. Je vais me baser sur un livre d'un spécialiste en archéologie qui est Georges Roux. Son livre, c'est La Mésopotamie, essai d'histoire politique, économique et culturelle. Donc c'est un très bon livre où vous allez pouvoir retrouver les informations que je vais vous dire ici. Et quelles sont-elles? Bon, alors ça commence au Moyen-Orient, au début du Chalcolithique, donc 6000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons un Moyen-Orient où le nord est beaucoup plus évolué que le sud. C'est-à-dire que nous avons dans le nord une civilisation qu'on appelle la civilisation de Touran, et qui est constituée par des agglomérations d'abris de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs tout court. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pendant des millénaires, ont un petit peu circulé à travers le monde et ont décidé de s'arrêter dans un certain lieu et de construire des refuges de chasseurs. Donc ce sont les premières cloisons en briques qui ont été montées. Alors ça a donné des agglomérations comme Tel Mourabet dans la Syrie, Gaziantep au nord de l'Iran, Çatalhöyük que je connais très bien, qui est dans le centre-sud de la Turquie, Zavikemi, Jarmo qui est au nord de l'Iran, donc toujours au nord, et puis la Palestine a aussi beaucoup d'habitations très intéressantes dans ce genre-là. Donc cette société-là, c'est une société qui n'est ni agraire ni sédentaire. Moi, je l'appelle personnellement une société de réseau. C'est une société où on stocke les choses, où on fait des échanges avec du stockage. C'est une société en fait qui joue sur deux plans. C'est-à-dire qu'il y a des codes qui sont agraires et d'autres codes qui sont nomades. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de code, hein, cette société-là, mais elle joue sur deux plans et c'est en chaque individu que ça se passe. Alors il y a des gens qui vont devenir très riches, qui vont faire fortune, qui vont être des gagnants, et il y en a d'autres, ils vont s'exclure, où on va les exclure, ça va être des perdants. Ces gens-là, ils vont descendre dans le sud du Moyen-Orient et ils vont investir la Chaldée. Ce sont des personnages qui sont du type du personnage de Enkidu dans l'épopée de Gilgamesh, donc l'ami de Gilgamesh, Enkidu, qui est un individu un petit peu marginal, brut, qui réfléchit pas trop, qui est un petit peu instinctif. Voilà le genre d'individus qui ont peuplé comme ça dès les débuts du Chalcolithique la Chaldée. C'est là, alors la nature a horreur du vide. À partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont un petit peu apprécier la situation et qui vont essayer d'exploiter toute cette ressource humaine. On va les appeler les Anunnaki. Alors, ils vont créer une société en compétition avec celle du Nord. Pour ça, ils vont créer un réseau bien particulier qui n'a rien à voir avec le réseau du Nord. Ça va être un réseau au sud, qu'on va appeler un commerce, le commerce entre l'Inde et l'Éthiopie. Donc c'est un commerce qui va se situer un petit peu dans la zone de l'océan Indien et qui va avoir pour point centralisateur le golfe Persique.
Alors, une seconde succession de villes vont apparaître. Et c'est là où on va pouvoir situer, par exemple, le comptoir de Dilmun, qui aujourd'hui est au Bahreïn, c'est dans l'île de Bahreïn. Mais Obeid, qui est au sud de l'Irak, Uruk, qui est à côté d'Obeid, Nippur, qui est un petit peu plus au nord, et Eridu, toutes ces villes-là vont apparaître. Donc elles vont apparaître, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'elles vont apparaître en succession, en opposition à ces premières villes que je viens de vous énoncer. Donc il y a une relation très intime, elle se situe là, sur ce plan-là, sur le plan de la compétition. Ils sont obligés de monter des villes pour pouvoir rester toujours dans une compétition structurelle avec le Nord. Alors Eridu, en fait, elle est à 150 km du bord de la mer du Golfe Persique, mais à l'époque, le Golfe Persique était à 150 km plus au nord. Donc Eridu était au bord de la plage, était au bord de la mer du Golfe Persique. Donc c'était quand même une ville comptoir. Ça, c'est bon à savoir, ça. On va, avant d'entamer les chapitres 2 et 3 de la Genèse, je voulais quand même vous lire un verset du chapitre 1, où il est dit « Et Dieu les bénit, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » En fait, le monde a changé. Pour expliquer un tel verset, il faut bien comprendre que dans les débuts du Chalcolithique, il y a un changement dans la faune animalière et végétale. C'est-à-dire qu'il y a des animaux de chasse qui disparaissent et des animaux agraires qui apparaissent. Alors vous avez la disparition par exemple du smilodon, du mammouth, etc. Et il y en a d'autres qui arrivent qui sont beaucoup plus agraires. Pour ce qui est du règne végétal, c'est pareil, c'est-à-dire que le blé apparaît à peu près à cette époque-là. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent et il y en a d'autres qui disparaissent. Donc c'est un turnover, c'est-à-dire que le décor naturel change complètement autour de l'individu. Et donc nous avons, si vous voulez, une civilisation, cette civilisation de compétition du Sud que l'on appelle l'Éden, elle va devenir une société un petit peu idyllique, c'est-à-dire elle va devenir une société de connaissance. C'est-à-dire que les gens, ils vont devoir un petit peu se charger d'observer un peu ce qui se passe autour d'eux, ils vont étudier un petit peu la faune animalière et la faune végétale, ils vont essayer de comprendre un petit peu leurs caractéristiques. Donc il va y avoir un gros travail dessus, d'appropriation de cette nouvelle nature qui va apparaissant. Donc c'est une société très basée sur la connaissance, sur l'observation. Il est écrit dans le verset 8, « Puis Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Alors le jardin d'Éden, ce qu'on entend par jardin ici, c'est pas un territoire délimité. C'est pas un enclos, c'est pas des mètres carrés, il n'y a pas de frontières, on n'est pas en train de parler d'une étendue délimitée sur un espace. Non, ce qu'on appelle jardin ici, c'est une société. En fait, c'est une société, c'est-à-dire c'est une association d'individus qui, en association, sont là pour se transcender. Donc individuellement. Donc voilà ce que l'on entend par jardin. Dans le verset 14, il y a écrit « Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, qui tire contre le Levant vers la Syrie. » Alors ça, c'est un verset que j'ai pris exprès d'une Bible protestante, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant à théologiser. Ce verset veut tout simplement dire qu'il s'agit là d'une société plus au sud qui est en compétition
avec la société du Nord. Donc c'est vraiment une société de compétition. Voilà ce que l'on peut dire de ce verset. Voilà quelle idée il peut animer. Dans le verset 12, vous avez écrit « Et l'or de ce pays est bon. Là aussi se trouve le bdellium et la pierre de niche. » Alors, voilà une caractéristique de plus de cette société, c'est-à-dire que c'est une société qui vit sur l'or, mais qui vit aussi sur le commerce des pierres semi-précieuses, puisque le bdellium, c'est la cornaline, et la pierre de niche, c'est aussi une pierre semi-précieuse. Bon, aujourd'hui, on appelle ça des pierres fines. Crise oblige. Je vais vous montrer ce que c'est que la cornaline. Voilà, là, j'ai une grosse cornaline. Voilà. C'est une pierre rouge. Certaines sont un peu translucides, on dirait du sang. Alors celles-ci, vous voyez, elles sont toutes pareilles, c'est-à-dire qu'elles ressemblent un petit peu à ce que l'on a à l'intérieur du corps. Quand on ouvre un corps, on trouve ce genre de choses-là, de rouge. Vous voyez le blanc, on dirait un petit peu du cartilage. C'est ce que j'appelle la pierre de la réalité. Alors voilà, je vais vous montrer par exemple une cornaline. Elle est blanche, on dirait du cartilage, vous voyez. Et de l'oniche. Je vais vous montrer une grosse oniche, par exemple. Alors ça, c'est une pierre noire. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de commerce. Hein. C'était quelque chose de très commercé. Donc voilà une oniche. Donc on faisait beaucoup de colliers avec ça, donc ça rentre très bien dans les termes archéologiques de l'époque, hein, il n'y a pas de problème. Au verset 22, il y a écrit « De la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahvé Dieu forma une femme et il l'emmena à l'homme. » Les premières opérations chirurgicales datent du début du Chalcolithique. C'est-à-dire que on a retrouvé des vestiges d'opérations qui ont été faites à cette époque-là, par exemple dans la ville de Marseille. Donc il n'y a aucun souci pour qu'on se dise qu'en Mésopotamie ça ne se pratiquait pas. Le tout est effectivement de pouvoir stabiliser la température du corps pendant l'opération, et normalement ça devrait apporter la réussite. Dans l'Éden, dans cette société de l'Éden, nous avions une société où il n'y avait pas de femmes, en fait. Nous avions, en fait, ce sont des hommes et des hermaphrodites. C'est-à-dire, des hermaphrodites, ce sont des individus qui ont deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. À un certain moment, il a fallu décanter la situation. Il a fallu créer un choc psychologique dans l'inconscient collectif, et ça s'est fait à travers une opération. Donc il y a eu l'excision chez un hermaphrodite du sexe mâle, et il est devenu une femme. Et il a fallu un petit peu ce subterfuge pour que se décantent un petit peu les choses à ce niveau-là. Donc en fait, la société de l'Éden, c'est d'abord une société idéaliste, et qui par la suite a obtenu la femme. Donc on a ici quelque chose de très positiviste, tel que nous le montre le chapitre 2 de la Genèse. Mais dans le chapitre 3, nous allons avoir des choses un petit peu plus obscures. C'est-à-dire on va montrer un petit peu le côté obscur de cette société. Il est dit dans les premiers, un petit peu en amont, que c'est un fleuve qui est à l'origine des 4 fleuves qui sont le Tigre, l'Euphrate, l'Euphase et le Giron. Alors l'Euphase, on peut effectivement penser qu'il s'agit du Rioni, en Géorgie. Le Giron, on pense au Nil bleu, en Éthiopie. Quel que soit, de toute façon, dans quel sens que nous allions, ce que l'on peut dire, c'est que géologiquement, même 8000 ans, 10 000 ans qu'on regarde, 10 000 ans en arrière, qu'on regarde mais des millénaires en arrière,
il n'y a pas de possibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fleuve unique qui donne naissance, duquel découlent ces 4 fleuves. Ils ne sont joints jamais par un fleuve unique. Et ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'on peut théologiser en fait cette chose-là et se dire que l'Éden, finalement, est une société du bord de rivière. C'est-à-dire que c'est une société qui a perdu ses objectifs. C'est-à-dire que quels étaient les objectifs de l'Éden? Tout d'abord, c'était de redonner la confiance à ses exclus. C'était de leur faire redresser la tête, de leur donner le sentiment de victoire, de leur apporter la victoire, de faire en sorte qu'ils reprennent un petit peu la notion du combat, etc., etc. Bon, tout ça, ça s'est perdu. C'était un mensonge. C'était une société qui n'avait finalement aucun objectif, qui n'alignait aucun objectif. Elle est devenue donc une société eugéniste, c'est-à-dire c'est une société qui ne se rend pas compte de ses actes, de la gravité de ses actes. Ça a entraîné, si vous voulez, 2 sortes de réflexions. Des réflexions spirituelles à caractère bon et des réflexions spirituelles à caractère mauvais. Dans le verset 24 du chapitre 3, il est dit « Et il chassa l'homme, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente sur les mégalithes, qu'est-ce que c'était exactement, à quoi correspondaient les chérubins. On va plutôt se focaliser sur le mot chassa, il chassa l'homme. Et ce terme-là de chasse. En fait, il est très probable, géologiquement parlant. Alors, il faut bien situer que cet Éden, cette société de l'Éden, elle est à la jonction de 3 plaques. La plaque indienne, la plaque arabique et la plaque africaine. Il est probable qu'il y ait eu un frottement des plaques qui ait entraîné une surélévation de la plaque arabique. Or ça expliquerait le pourquoi que la mer du Golfe Persique soit revenue en arrière de 150 km. Mais en même temps, c'est-à-dire que les rivières qui traversent le Moyen-Orient ne vont pas s'écouler aussi bien dans la mer qu'elle s'écoulait avant. Ça va entraîner donc une terre beaucoup plus meuble, beaucoup plus instable. C'est ce qui explique par exemple qu'on est retrouvé à Babylone, dans les ruines, même en dessous des ruines les plus anciennes, il existe et donc en dessous de terre, il existe une Babylone qui est complètement enterrée. Donc il y a une Babylone qui s'est complètement enfoncée, et qui était là avant celle-ci, et qui s'est complètement enfoncée dans la terre. Vous voyez bien, c'est une terre qui n'est pas stable. Donc, ça devient, c'est-à-dire que la Chaldée est devenue un terrain propice à des inondations, ce qui expliquerait le fait qu'on ait retrouvé beaucoup de traces d'inondations, et ça expliquerait aussi cette notion de déluge. On peut dire en fait que caractéristiquement, l'Éden, le territoire de l'Éden s'est retrouvé à un certain moment dévalué, et que c'est comme ça, que c'est par cette dévaluation même que en fait cette société-là a pris fin.